Bonjour les amis, Manger c'est voter est aujourd'hui en bord de mer, vous l'avez compris, en Loire-Atlantique. On va rencontrer Laurence Garnier, la sénatrice Les Républicains, qui va nous emmener entre Loire, Atlantique et intérieur des terres à la rencontre des paysans du département. On ira d'abord relever les casiers à homards du côté du Croisic, puis un peu à l'intérieur des terres, les marais salants de Guérande pour apprendre à ramasser le sel. On poussera un peu plus loin jusqu'à rencontrer la vache nantaise, une icône de sa région, et on terminera dans le vignoble de Muscadet-Sèvres-et-Maine pour goûter aux spécialités du terroir. À votre santé. Santé Joe. Santé. Merci beaucoup. Bonjour madame la sénatrice. Bonjour Vincent. Vous êtes en train déjà de déjeuner Ah avant oui, que je suis j'arrive. en pleine action, désolée. On m'avait dit, vous la trouverez sur le marché de Talensac. C'est ici, c'est un des plus beaux marchés de Nantes. Ah, c'est le plus beau marché de France. Est-ce que vous vous destiniez à être sénatrice? Absolument pas. J'ai grandi dans une famille où on ne parlait jamais de politique. Mais vous avez démarré comment alors? Quelle était votre alors, profession avant d'être J'étais sénatrice? cadre dans l'industrie, Oui. Dans quel secteur? dans l'industrie automobile. Ah d'accord, Un formidable. grand et beau constructeur français. C'est au travers de l'engagement associatif que je suis venue progressivement à la volonté de m'engager politiquement. Lorsque j'étais jeune, j'ai fait beaucoup de soutien scolaire pour des enfants en difficulté. Voilà, j'ai eu divers engagements dans le milieu sportif, et puis je me suis dit petit à petit que si on voulait faire changer un peu les choses, bouger les lignes, et ben, l'engagement politique était sans doute une bonne manière de le faire. Pas la seule, mais en tout cas une des manières de faire bouger les choses. Vous êtes conseillère municipale de la ville de Nantes, en plus de votre mandat de sénateur. Qu'est-ce que ça implique dans votre emploi du temps? Vous vivez partagé en deux? En plus que ça, Vincent. Vous savez. Éclaté en multiples satellites. J'ai tenu à garder ce mandat de conseillère municipale à Nantes parce que justement, le mandat le plus local possible, c'est celui de conseiller municipal. Parce que c'est celui au contact de tous ces gens qui sont sur le marché. Bah, c'est bien d'avoir les deux casquettes en tout cas. Ah non, je ne peux pas passer sur un marché nantais sans croquer dans un gâteau nantais. Vous pouvez nous mettre des mini-gâteaux dans une petite boîte? Donc la recette, rhum, amande, beurre, voilà. Et le glaçage. Et glaçage. Glaçage au Super. rhum. Oh, c'est bon ça. C'est le rhum qui revenait des îles et qui est rentré par le port ici. Hein. C'est toute l'histoire de la ville en fait au travers de cette De pâtisserie. ce petit gâteau. Merci madame. Merci beaucoup madame. Alors ce qui est fantastique, madame la sénatrice, c'est que dès qu'on est sorti de Nantes ici, on est au bord de l'eau. Au bord de l'Atlantique, ou au bord de la Loire, mais toujours au bord de l'eau. Ici c'est le Croisic, c'est ça? Voilà, ici on est sur le port du Croisic et on va aller rencontrer Théo, qui est un des plus jeunes patrons pêcheurs du port. Voilà, Théo, il a 25 ans, son père était pêcheur, il prolonge la tradition. C'est son bateau, son caseilleur là? C'est son bateau, on va descendre. Ah, il faut descendre là? Il faut descendre là. Alors, on sent que vous avez l'habitude, hein? Oui, Vous avez le pied marin. vous allez voir, ça se fait facilement. Aïe. Ah, je vous ai marché sur la main. Par contre, je crois qu'on descend, on remonte. Je suis désolé. Pied là. Merci. Bonjour Théo. Bonjour. Autorisation de monter à bord, capitaine? Ah, on est bien là. Alors Théo, vous venez de rentrer avec votre caseilleur. Qu'est-ce que vous avez rapporté? Bon, quelques homards. Ouais.
Ah ouais, génial. On n'a plus le droit de dire du homard breton. De toute façon, ici, c'est la limite. Il faut dire du homard bleu. Hein. Les Européens, ils ne veulent pas qu'on dise homard breton. Comment va la ressource en termes de crustacés en ce moment? Ça va, à part quand il y a eu l'invasion de poulpes. C'est le prédateur du homard, le poulpe. Ouais. Ah, elle est énervée, la demoiselle. Combien au kilo à la criée, grosso modo? Une moyenne de 25 euros. 25 euros. Ouais, à peu près. Ça veut dire qu'on va les retrouver sur les talles de nos poissonniers autour de 40, 45 ouais, je pense, ouais. Combien il faut pêcher de kilos par jour pour payer les frais du bateau, pour en vivre à peu près Il correctement? faudra pêcher au moins, nous, un petit bateau, 25-30 kilos. Une trentaine de kilos? Ouais. Il y a une vingtaine de bateaux là actuellement sur le port du Croisic, c'est ça? Je crois que c'est ça, ouais. Ça a dû pas mal diminuer au cours des 20 dernières années. Oui, parce que quand j'en parlais avec mon père, il y avait beaucoup de bateaux avant. Et puis, il y avait eu un plan de casse déjà il y a une certaine époque. Il y a eu beaucoup de gros bateaux qui sont partis à la casse. Donc, dans 3-4 ans, il y a encore une bonne partie qui vont partir. Ça, c'est un vrai sujet quand on parle autonomie, indépendance alimentaire, se dire qu'il y a eu des plans de casse où on finançait les pêcheurs pour qu'ils détruisent leurs bateaux. Pour maintenir les cours aussi et pour ne pas entamer la ressource. Il y a eu des beaux bateaux, des bateaux pas vieux, en bon état, qui sont partis à la casse. Ouais, c'est ça, ouais. Quand on voit les gros bateaux usines et tout qui pêchent et qui surpêchent, et puis après l'Europe nous tire dans les pattes pour les quotas, et puis c'est nous, les petits bateaux, qui... Ouais, c'est ça. C'est un peu David contre Goliath, quoi. Voilà. Donc vous estimez un peu à être les derniers artisans pêcheurs Bah ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Parce que quand on voit les nouveaux bateaux, c'est congelé direct et c'est que usine. C'est pas du produit, nous, tous les jours, on débarque, c'est vendu, c'est vraiment du... Mais il y a maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même un vrai retour au manger local, à des produits qui viennent de chez soi ou en tout cas de pas trop loin. On sent quand même qu'il y a un changement des attentes du consommateur qui peut-être va jouer en votre faveur. Parce que quand on est pêcheur, on fait gaffe aussi à la ressource, quoi. Il y a ça aussi. Parce que c'est pas des champs, ça repousse pas tout seul, là. Ouais. Non, on plante pas. Écoutez, je vous remercie parce que je suis impressionné par votre détermination tranquille. Merci. Hein? Oui. Merci beaucoup. Madame la sénatrice, on quitte le bord de mer, on s'enfonce un peu dans les terres, mais on reste quand même sur la presqu'île de Guérande. Oui, tout à fait. On va à Mesquer, on va aller au restaurant scolaire et on va rencontrer Fabrice. Ici, c'est du 100% local. Vous allez voir, c'est une merveilleuse source d'inspiration. Oh, mais vous roulez des galettes saucisses? C'est ça. Donc c'est une saucisse de lapin. Ah, ça sent bon, hein. Et comment s'appelle la rouleuse qui a l'air de qualité C'est mon second cuisine. Elle s'appelle Nicole. Bonjour Nicole. Allez. Tout va bien? On sent une longue habitude de se rouler les galettes. Hein. Ah, puis elle est à moins de 10 km aussi, son logement. Ah oui? C'est une locale. Tout est local ici. C'est extraordinaire. Vous êtes entièrement locavore. Ça, c'est votre combat à tel point que vous êtes devenu une sorte de maître Yoda du locavore pour les cantines et les restaurants scolaires. On vous consulte dans tout le département pour voir comment vous faites. Avec la mairie, on a mis en place la démarche Mon Resto Responsable. Alors, c'est une charte des responsabilités avec tout ce qui est production locale, bien sûr, mais c'est aussi sur l'énergie, c'est aussi sur tout ce qui est, on va dire, autour de l'environnement. De ce fait, je suis devenu, on va dire, le référent de Mon Resto Responsable. Donc moi, j'interviens dans ces entreprises-là, dans tout ce qui est commission technique. Oh là là, le jus! Vous allez le garder quand même. On remet par-dessus les saucisses. Autrement, vous me le gardez, moi. Hein. Je tremperai ma galette saucisse dedans. Donc, vous faites toujours le choix du local quand il y a une alternative, en fait. À chaque fois, on regarde. Alors pourquoi ces choix? C'est parce qu'en fait, c'est un coût économique. On fait notre beurre, on fait notre ketchup, on fait nos vinaigrettes. Vous faites votre beurre? Voilà. Quelle est l'utilité pour vous de fabriquer du beurre? Alors déjà, parce qu'on explique aux enfants comment on fait le beurre. Et en fait, ça me permet d'avoir du beurre quand j'en ai besoin, par le biais de ma crème. Plutôt que d'avoir des stocks de beurre dans mon frigo qui servent à rien. Bah oui, mais vous avez des stocks de crème, du coup? Oui, mais sauf que de la crème, je peux faire plus souvent. Ah, d'accord, c'est ça. Si j'ai bien compris, le beau saumon fumé de Piriac-sur-Tosse, la galette saucisse entièrement locale, une petite salade quand même, des fraises, et tout ça pour un prix de facturé aux familles 2,90 €. 2,90 € Et 1 €
le menu pour les familles qui bénéficient des minima sociaux. 1 euro. 1 euro. Ah oui, ça c'est extraordinaire parce que c'est pas le prix de revient, hein, 1 euro, on Voilà, imagine. c'est ça qu'il faut dire, c'est que pour la municipalité, le prix de revient, c'est entre 5 et 6 euros par repas et par enfant. D'accord. Donc ça veut dire que derrière les tarifs qui sont proposés aux familles, il y a une vraie volonté politique de la commune de Mesquer, et c'est ça qui est intéressant. Et quand on veut le faire, la volonté politique permet de le faire. Madame la sénatrice, je ne sais pas pour vous, mais là, j'ai très envie de goûter Allez, pour voir on goûte comment ça. sont traités les enfants ici. Hein. Vous doutez bien que c'est pas par goût Ah non, non, personnel. c'est hein. vraiment par conscience professionnelle. Vincent, Absolument. on est d'accord. On est peut d'accord. goûter? Ah, pas de souci. Alors, c'est comment? Ah, c'est vraiment très très bon. Vous savez quoi, Laurence? Je crois que j'ai un petit peu exagéré sur la galette saucisse, là, à l'école de Mesquer. Je dirais que ça manquait un tout petit peu de sel. Et pourtant, du sel, il y en a en Loire-Atlantique. On va aller sur les marais salants. On va voir un paludier indépendant, Fabien Chevrier. Ouais. Il a 36 ans et il s'est installé il y a 4 ans. Donc là, on est dans sa saline à lui, dont il est propriétaire. Bonjour, Bonjour Fabien. Fabien, Bonjour. vous allez bien? Oui, bonjour. On vient Bonjour vous voir Fabien, en plein Vincent. travail. Ouais. Oh, quelle belle Voilà. montagne de sel. Ah oui, là. Ça, c'est du gros sel. Oui. Ah, du sel gris. C'est ça. Hein, parce qu'il y a tout cette argile du fond d'œillet qui vient un peu Voilà, avec. c'est pour Enfin, ça les c'est ça, les ouais. oligo-éléments. Et la fleur de sel, elle est beaucoup plus blanche parce que bah, elle est... À la surface. surface. C'est pour ça qu'on l'appelle la fleur de sel parce qu'elle fleure l'eau. Elle quoi. affleure, Ouais. Et le gros sel gris, qui est celui qu'on met dans notre eau de cuisson des pâtes, par exemple, dans les courbes bouillons, etc. Qu'est-ce que ça coûte, vous, départ de chez vous, le kilo? En gros, 1 euro le kilo. D'accord. Selon les quantités, ça peut être un peu plus ou un peu moins. Et la fleur de sel? 18 € pour des petites quantités en vente directe. Et puis quand c'est en un peu plus grosse quantité, on va dire 12. Ah ouais, quand même. Mais par contre, c'est une petite partie de votre récolte de sel. Oui, c'est ça. C'est à peu près 7%. Ici, on est sur votre terrain, sur vos œillets, sur votre marais. Ouais, c'est ça. Ça coûte cher, une saline dans les alentours de Guérande. Enfin, je veux dire, un œillet reviendrait à combien en termes de foncier? Là, moi, l'œillet, je l'ai eu à 500 €. Donc j'avais 12 œillets, donc j'en ai eu pour 8 000 €. Alors, les œillets, c'est le nom de ces bassins. Ouais, c'est Hein, ça. où se Un concentre œillet, l'eau de mer ouais, en voilà, sel. c'est ça. En gros, ça fait à peu près 70 mètres carrés. D'accord, 7 par 10. Ouais. d'accord, d'accord. Vous pouvez nous montrer? Oui, bah ouais, je peux bouger un peu. Au moins le Circuit de geste. 24 heures, oui. On fait le tour de l'œillet pour décoller le sel qu'il y a tout le tour. Parce qu'il va d'abord cristalliser sur le bord. Ça cristallise un peu partout parce qu'il y en a aussi au milieu. Ouais. Il y a deux côtés sur le lot. Il y a un côté qui est un peu arrondi justement pour pouvoir pousser et un côté qui est un petit peu plus tranchant Pour racler. justement pour pouvoir ramener à la ladure, quoi. Oh merde. Ah bah ça, gagné. J'ai la godasse salée là. Le sel que vous récoltez ici, il est vendu sous le nom sel de Guérande? Oui. Ouais. Est-ce qu'il y a un cahier des charges précis? Est-ce que pour être dans l'appellation? En tant que sel de Guérande, il faut appartenir à l'IGP. Donc ça veut dire qu'il faut payer. Oui, aussi, c'est ça. hein, c'est ça. Il faut payer un IGP. Être dans le cahier des charges, il faut avoir le label IGP Indication Géographique Protégée, sel de Guérande. C'est ça. L'IGP, par an, je crois que c'est 800 €. Ouais, c'est pas négligeable. Non, non, Est-ce que je peux vous demander une faveur? oui. J'aimerais bien essayer. Vous pouvez essayer de pousser. Je le prends? Ouais, sans trop forcer. Ah, vous caressez carrément la Ouais, surface. c'est vraiment, Il faut que ça- effleurer. il faut effleurer. Il ne faut ouais. pas aller au fond. Ouais, en fait. faut pas trop racler. Après, c'est ça. nous, on va assez vite, donc. Bon, je vous laisse, parce que vous êtes entre de bonnes mains, Laurence. Je dois aller voir un éleveur de vaches nantaises. Ah. Hein, j'ai rendez-vous. On se retrouve Très après. bien. Eh ben très bien. Vous m'apportez du sel. Hein. Je vous apporte veux du votre sel, Vincent. Je Votre vous sel à apporte vous. du sel. Bon, à tout à l'heure. À tout à l'heure. On va essayer. Ah, regardez, là, ça commence à être Ouais. pas mal, non? Il faut pas que ça revienne après. Ah bah non. Viens là, viens. Allez, allez. Viens là, viens. Allez, allez, allez.
Donc là, il y a vache, le veau, il y a le taureau, Il forcément. y a le taureau devant, là. Laurent, pourquoi est-ce qu'elles viennent quand elles vous entendent? Qu'est-ce qu'elles espèrent, au fond? Alors, dans le meilleur des cas, on va dire qu'elles m'aiment bien. Je pense que c'est surtout qu'elles espèrent qu'elles vont changer de champ et changer de parcelle. Et et l'herbe est plus verte ailleurs. Voilà, c'est ça. Manger un peu d'herbe fraîche. Là, ils en ont dans le champ, hein, mais sont toujours prêtes, quand je les appelle, à changer de parcelle. Bah, elles sont bien, les vaches, et puis elles ont de quoi manger, là. Hein. Pour l'instant, s'il pleut ce week-end, ça va encore repousser un petit peu, mais c'est un petit peu difficile quand même cette année. On voit que ça jaunit un petit peu. Ça là, jaunit, quand c'est même, un petit peu dur. Ouais. Bon, après, on va trouver des solutions. Et puis voilà, quoi. Il y a une belle génisse là, qui est proche d'être sevrée. Là, ça, c'est un modèle qui m'intéresse. Je cherche des animaux comme ça. Quoi. Alors, il y a une particularité de la vache nantaise. C'est une vache, comme dans toute la région, qui est à l'origine laitière. Oui. Mais celle-ci, c'est une race devenue race à viande. Ah oui, alors donc toutes les races en fait étaient laitières autrefois, étaient à double fin, ça veut dire le lait et la traction animale. Donc la viande c'était vraiment le dernier débouché. Mais du coup, c'est une viande qui est chère, parce qu'un bœuf qui est préparé uniquement pour la viande, pendant 5 ans, il va se nourrir. Mais c'est aussi de la trésorerie qui est bloquée pendant tout ce temps-là. Non, c'est pas cher, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit accessible aussi au plus grand nombre, ça c'est une volonté de la ferme aussi, qu'on soit accessible. En plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une clientèle de proximité, qui s'investit derrière notre façon d'élever aussi. Quoi. Mais les gens, déjà ils mangent moins de viande qu'ils en mangeaient autrefois, et ça c'est une bonne chose. Mais l'idée, quand ils veulent manger de la viande, ils choisissent de la viande de qualité, mais surtout ils choisissent de la viande dont ils connaissent l'origine. Si vous le vendiez dans la grande distribution par les voies, on va dire normales, malheureusement normales souvent à notre époque, vous le vendriez combien? Je ne fais pas de compromis avec la grande distribution. Ils ont, pour moi, ils sont responsables de la situation actuelle de l'agriculture. Donc je ne veux même pas poser la question, je ne veux pas travailler comme ça. Moi, mes parents, ils ont beaucoup souffert de cette agriculture industrielle. Ils en ont souffert économiquement, ils en ont souffert dans leur chair. Mes parents, ils ont vécu une autre agriculture parce qu'il y a eu tous les bouleversements de l'agriculture avec les produits chimiques et compagnie. On les a utilisés n'importe comment, voilà, parce qu'ils suivaient les directives. Personne ne nous a prévenu que c'était dangereux. Voilà, on faisait. Et j'ai participé à ça pendant toute une décennie, voire 2. Et physiquement, elle a eu un Parkinson à 57 ans et papa a eu un cancer de la peau et est décédé à 62 ans. Donc tout ça, ça marque aussi une existence. Et vous pensez qu'ils ont été victimes des produits phytosanitaires? Ça fait partie des grands risques qu'ils ont vécus. Et puis vous, Laurent, vous avez eu un cancer de la thyroïde. Oui, alors ça c'est le dernier prix que vous avez payé à l'agriculture conventionnelle. Je sais pas d'où c'est venu, mais bon, il est venu, il est parti maintenant. Voilà, ça fait partie de. Mais il y en a partout dans notre entourage. On sait bien comment cette maladie, elle est sournoise et insidieuse. Il faut qu'on arrive à se débarrasser de cette chimie qui est dans l'agriculture, dans les élevages. Il faut arriver à s'en débarrasser. C'est pas facile. C'est pas facile, c'est une volonté. Il faut qu'il y ait une volonté politique aussi. On voit qu'aujourd'hui, on ne l'a pas. Donc il faut arriver à démontrer qu'économiquement, on va être plus rentable que les autres. Pourquoi il y a trop d'agents qui se gagnent sur le dos des paysans? Il y a des lobbies qui sont trop forts, beaucoup trop puissants, à Paris ou à Bruxelles. Il y a cette volonté économique de vendre à tout prix des produits. Voilà. Puis il y a une partie des agriculteurs qui sont persuadés que c'est encore la raison. Voilà, c'est encore la raison de travailler comme ça. Quoi. Donc je ne ferai pas de compromis avec ceux qui sont responsables, je ne dis pas coupables, responsables de cette situation-là. Quand on parle des fois j'entends parler à la télé de bien-être animal. Bon, c'est pas ça le mot qu'il faut, c'est la relation éleveur-animal. Et c'est tout ça qu'il faut penser, repenser. La relation éleveur-animal. Pourquoi? Elle vous engueule en fait. Il ne change pas de chant, il fait quoi là? Qu'est-ce qu'il à la roue? Bon, j'étais à l'instant avec des vaches nantaises. C'est assez emblématique, hein, ça porte le nom de Nantes. Mais la carotte nantaise, je dirais que c'est un emblème. Je peux en goûter une? Vas-y, tu suis. J'en casse une et puis... Ouais. C'est un produit qui est naturel. Aucun traitement? Aucun traitement. Jamais. Ça fait 12 ans qu'on produit ici et on n'applique aucun traitement, aucune décoction, aucun purin, rien du tout. Coucou Vincent. Regardez ce que je vous ai ramené. Ah! Du vrai beau sel votre sel à de vous? Guérande. C'est le sel que vous avez récolté? Bien sûr, petit stage de paludier. Laurence, on était en train de parler avec Olivier du maraîchage nantais. L'urbanisation, elle fait un petit peu peur. Ici, on est vraiment en première couronne au sud de Nantes. Ouais. Et la ville, comme partout en France, gagne sur la campagne, non?
Alors c'est tout l'enjeu. Comment est-ce qu'une ville comme Nantes, une métropole peut continuer à accueillir des habitants? Et il y a une demande et une pression forte. Et en même temps, protéger les espaces naturels et agricoles. Après, je pense qu'il y a un enjeu, c'est le lien campagne-ville. Et quel est l'imaginaire des urbains sur l'agriculture? Parce qu'on voit qu'il se crée un imaginaire. Et moi, je trouve intéressant de voir, par exemple, le phénomène d'agriculture urbaine, qui est né à peu près vers 2014, choses comme ça. Et moi, j'ai vu ce phénomène se développer et je me disais, mais il n'y a pas d'agriculteurs. On parle d'agriculture urbaine, il n'y a pas d'agriculteurs. C'est un peu des images d'Épinal. C'est-à-dire qu'ils rêvent de la campagne, et ils se voient avec le chapeau de paille dans leur petit potager, mais les réalités sont tout autres. La réalité est tout autre. Voilà. Parce que vous proposez un produit qui est complètement bio, je dirais même plus, il est nature. Ouais. Hein, exactement comme les vins nature. Aucun traitement à aucun niveau. Que la main de l'homme et puis l'intelligence du biotope. Hein, parce que c'est pas seulement une serre, c'est presque une volière à insectes. On travaille vraiment sur cette diversité, c'est-à-dire que la biodiversité, pour nous, elle se traduit au niveau alimentaire. C'est important de manger un peu de tout et d'avoir des légumes de familles différentes et tout. Mais cette biodiversité-là, pour la produire, il nous faut une biodiversité animale, on va dire, et notamment au niveau des insectes. Ce pourquoi vous avez dans la serre des fleurs qui vont attirer tel insecte, notamment la cire qui va parasiter les pucerons, etc. Et on arrive à avoir ce qu'on appelle une biocénose qui nous permet d'avoir un équilibre et de ne pas traiter et de produire de façon qualitative, mais aussi saine. Ici, il fait chaud, hein, dans la serre. Et pourtant, le ciel est couvert, là. C'est même l'objet d'une serre. Est-ce que ça a tout son sens quand il fait chaud dehors? Alors, ce qui est intéressant, c'est que la serre, elle a 50 ans. Donc on utilise un outil de production qui était valable, on va dire, pendant 50 ans. Et le thermomètre historique de la serre, il va jusqu'à 50 degrés. Ah oui. Sauf que maintenant, on va à plus que 50 dans la serre. Et c'est pas évident pour nous de nous adapter à cette variabilité climatique parce que d'une année sur l'autre, on a des choses très très différentes. Sauf que nous, on doit produire tout le temps et on doit garantir notre salaire. Juillet 2019, moyenne des températures, je crois plus de 30 degrés pendant tout le mois. J'étais là 30 jours sur 31 à arroser tout le temps. Et ça veut dire surtout que le jardinier, il est dans son jardin. Les légumes, il faut s'en occuper tout le temps. Ouais, ça pousse pas tout seul. Oh, elle est belle votre fleur de sel. Bah oui, elle est belle. Allez-y, savourez. Juste un tout petit peu pour relever la saveur de la tomate. Oh, bah voilà. Ça y est. Sublime. Il manque plus que la mozzarella nantaise. C'est la fleur de sel du Sénat. C'est-à-dire, quand on l'a fait soi-même, ça n'a pas le même goût, hein, ça c'est clair. Hein. On est au cœur du vignoble nantais et donc on va aller goûter un peu de muscadet. Le fameux muscadet. Le fameux muscadet du vignoble nantais. Bonjour Joe. Bonjour. Ça va? Très bien. Bonjour Joe, Vincent Perniot. Bonjour. Vous pouvez nous montrer Joe à quel stade en est la vigne? Ah mais absolument, et là on est sur un stade magique que nous les vignerons on guette tout le temps. Eh bien on est sur le stade de la floraison. Regardez ces petites grappes qui ont plein de petites étamines là. Ils sont toutes blanches-jaunes et ça a de l'odeur en même temps. C'est très floral. Hein, et là, dans combien de temps on a un raisin bien identifiable? Alors bien identifiable, ça c'est la semaine prochaine déjà, on va bien le voir. D'accord. Ici, c'était un domaine qui était entièrement bio, oui, et même mieux, en biodynamie. Il faut nous expliquer la différence. Vous avez combien de temps? On a le temps suffisant pour comprendre. Oui, il y a une différence essentielle. La bio, forcément, sans aucun produit chimique de synthèse, c'est encore un système de lutte contre des maladies. La biodynamie apporte ce plus dans le sens où on essaye de travailler aussi sur l'ambiance. On remet de la vie dans le sol plutôt que d'épandre un herbicide en se disant ça y est, c'est fait et puis voilà, maintenant je ne retourne plus dans mes vignes avant 15 jours ou 3 semaines. Nous, on est toujours dans les vignes. Tous les jours, on est dans les vignes. Au niveau de la vigne, on vient stimuler son système immunitaire, c'est-à-dire sa défense. Donc on intervient avec des préparations qui doivent être dynamisées, etc. Bon, je ne suis pas sûr de tout comprendre, mais je suis sûr que pour vous, ça fait sens. Et l'important, c'est quand même le résultat, il est dans le verre. Certains vous considèrent ici comme un maître à penser, et d'autres un peu comme un marginal, un original, je dirais même. En 99,
Quand j'ai démarré en culture biologique, les gens pensaient effectivement que j'y arriverais jamais. On a dit à mon père à l'époque qui était vivant, mais ton fils il fait des rendements suicidaires. On sait bien que la génération d'avant, la peur de manquer, mon père me l'a dit plusieurs fois, il m'a dit, je lui disais pourquoi autant de rendements, il me dit la peur de manquer. Mais aujourd'hui il ne faut plus avoir peur de manquer, il faut qu'on fasse bon, il faut qu'on avance. Donc effectivement c'était prendre les choses à contre-courant. Ouais. Est-ce que ce vin vous plaît? Il est superbe. Ça raconte aussi l'histoire de la Loire-Atlantique et l'identité du vignoble. Voilà, on passe toujours un bon moment autour d'un bon verre de muscadet. C'est aussi derrière une culture. Je dirais la dégustation, ça doit devenir aussi, non pas un sport bien sûr, mais un plaisir, un loisir, bien entendu. Et on apprend beaucoup de choses avec le vin. Le muscadet, inimitable ailleurs. Exactement. Ah oui, c'est vraiment une culture locale. À votre santé. Santé Joe. Santé. On est où ici? On est juste à côté de Nantes. Vous m'avez amené, je dirais, sur un peu la campagne à la ville, quoi. On est sur la commune de Rezé, au sud de la Loire. Nantes démarre de l'autre côté de la Loire. Et puis c'est un petit monde à part. Moi, j'aime beaucoup venir ici. C'est la campagne à la ville, quoi. C'est ça qu'on aime. Laurence Garnier, vous n'êtes pas native d'ici. Mais qu'est-ce qui a changé, notamment dans votre vie alimentaire, en venant vivre ici? En fait, quand je suis arrivée à Nantes il y a maintenant plus de 15 ans, la question de l'alimentation était presque inexistante. Et c'est ça qui est intéressant. Si on fait un petit retour en arrière, elle s'est imposée dans le débat public assez récemment, et c'est une excellente chose parce qu'on est à la croisée de circuits courts, donc d'enjeux économiques, de questions environnementales, bien sûr, d'éducation, de savoir-être. Et culturel. Culturel et de santé. On peut aujourd'hui se permettre de passer à une logique du mieux manger parce qu'on a les quantités suffisantes pour manger. On n'a pas peur de manquer. Voilà, on n'a jusqu'à aujourd'hui pas peur de manquer. Je pense que ça pourra redevenir malheureusement une question. Qu'est-ce qu'une sénatrice peut faire? Peut dire, on le sait. Nous, les politiques, on a la charge d'orienter les grandes actions du pays. Mais ce n'est pas nous qui faisons tourner le pays, économiquement, en termes de lien social. Voilà, les associations, les entreprises, c'est elles qui font ce travail-là. Oui, vous ne créez pas de la richesse. Non, voilà, exactement. On est des courroies de transmission. Il faut qu'on soit capable d'identifier les difficultés, regarder comment on peut transcrire dans les textes législatifs des propositions de solutions à ces difficultés. Alors santé, madame la sénatrice. La santé, c'est important. Santé, Vincent. Ça passe aussi avec ça, et modération et santé chez vous également. Vous pourrez venir juger de la douceur de la Loire et de la vigueur de l'Atlantique ici même. Et nous, on se retrouve bientôt pour manger ses votés sur l'antenne de Public Sénat. À bientôt. Oh, la catastrophe.